est plutôt une femme ouverte au débat et ne compte pas faire simplement une intervention. Je pense qu'on pourra rebondir quand de nouveau arriveront. On va donc commencer notre rencontre. Comme vous l'avez vu, moi j'organise assez régulièrement des débats au Sénat avec nos collègues sénateurs, nos attachés parlementaires, etc., sur des sujets que je trouve souvent pas assez traités dans le débat politique français, ou traités de manière assez superficielle, voire monolithique. Et j'ai trouvé que cette question de l'Afrique, et Aminata vous dira comment elle souhaite qu'on l'aborde, je vous dirai un peu comment moi ce que j'avais en tête, soit l'occasion d'un débat, commencer à débattre. On va donc enregistrer, le Sénat va enregistrer par la parole, donc quand vous prenez la parole, vous veillez bien, ce que je ne fais pas d'ailleurs, vous veillez bien à ce que les micros soient ouverts. Et deuxièmement, on le mettra sur vidéo et on le mettra sur YouTube, éventuellement avec des coupures. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas apparaître sur YouTube, vous me dites à Arnaud et nous veillons à respecter chacun. Alors, pourquoi commencer ces débats de rentrée politique sur la question africaine? Moi, j'ai plusieurs motivations qui m'ont amené à penser qu'il fallait écouter ce que nos amis africains avaient à nous dire, sortir d'un certain nombre de préjugés ou de lieux communs. Première constatation, le grand sujet aujourd'hui, c'est les flux migratoires dans ce pays. Quand je dis le grand sujet, c'est quand même qu'il y a une focalisation, à mon avis, démesurée sur cette question au regard d'autres problèmes. Mais derrière ce débat, il y a effectivement le constat d'un grand déséquilibre mondial et un grand déséquilibre en Afrique ou en Moyenne et en Orient qui justifie qu'on s'interroge sur la situation et qu'on sorte des arguments bidons du genre il n'y a qu'à faire autrement en Afrique, on va aider les Africains, on va renforcer le développement des Africains et ensuite on sera entre guillemets protégé de l'immigration. Vous voyez bien qu'il y a encore derrière tout ça beaucoup de mépris, ou en tout cas de culture coloniale, de l'idée de l'aide venant de l'Europe et de l'Afrique qui était dépendante de notre aide. Bon. Mais à contrario de ce que je dis là, la réalité aujourd'hui, c'est que les liens entre l'Europe et l'Afrique ne sont pas favorables au développement de l'Afrique. Donc là, on pourra en parler sur le terrain économique en particulier, et la manière dont on a géré la post-colonisation et surtout la grande dérégulation et libéralisation, évidemment, fait que l'Afrique bouge, l'Afrique entreprend, l'Afrique ça fait des tas de choses passionnantes, mais en même temps, il y a un déséquilibre dans nos relations. On va avoir des élections européennes. La question africaine doit faire l'objet du débat au moment des élections européennes. La troisième raison, c'est quand même ces guerres, c'est la thèse de l'Afrique est menacée par le djihad et l'intégrisme, et donc les Occidentaux vont venir militairement tenter de régler les problèmes, et chacun a bien vu qu'on ne peut pas dire qu'on est pour régler grand-chose, si ce n'est qu'on est plutôt déstabilisé gravement toute une partie du continent. Et la même chose, Aminata nous dira, moi je fais partie des gens qui étaient hostiles à l'intervention française dans toute une série de conflits là-dessus. Pour être franche, c'est pas sur le Mali qu'on avait le plus cristallisé nos désaccords, parce que bon, au moins dans le cas du Mali, si je puis dire, au moins du point de vue formel, on était dans un cadre international reconnu, puisque le gouvernement malien avait demandé l'intervention française, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de formalisme dans tout ça. Mais ce n'est pas le sujet où on s'était le plus, il faut être honnête, où on s'était le plus opposé à l'intervention militaire. Par contre, pour ma part, je me suis toujours opposée à l'intervention en Irak, en Syrie, et j'avais déjà voté contre la première carte du vote. Donc, de ce point de vue, voilà.
Donc tous ces enjeux-là m'a fait penser que au moment où la gauche est censée refonder son identité, où notre pays est très ballotté par l'extrême droite comme les autres pays européens et du monde, et que l'Afrique, c'est des débats qu'il n'y a quasiment plus jamais. Quand j'étais toute jeune, il y avait tous les courants tiers-mondistes, on avait plein de débats sur l'Afrique, et maintenant, quand au Sénat on parle de l'Afrique, c'est rarissime, quoi. Il y a des rapports sénatoriaux, mais les spécialistes ils travaillent là-dessus. Voilà. Donc, tous ces enjeux nous ont amené à inviter Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture au Mali, mais qui, au-delà de tout ça, est une femme libre, une femme qui écrit, une femme qui défend des convictions, des causes, et qui, je crois, peut nous apporter beaucoup dans le regard que nous avons sur son pays, sur le continent africain et plus généralement sur l'avenir du monde. Voilà, donc Aminata, j'ai déjà été bien longue. Si tu veux compléter, alors elle écrit beaucoup de livres, elle est en train d'en finir un autre. Si tu veux compléter ta présentation, Aminata, bien sûr, n'hésite pas. Et puis on te donne la parole et ensuite, moi, je vous propose qu'on sera plutôt dans la question-réponse un peu spontanée. Hein? Merci Marie-Noël. C'est avec un immense plaisir que j'ai répondu à ton invitation. Marseille est ici et c'est clair qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et le Mali, dans l'état actuel du continent, est perçu, présenté comme l'épicentre d'une crise déstabilisatrice de la sous-région avec des conséquences pour l'Europe et, semble-t-il, pour le monde. Et c'est cette lecture de notre situation qui a motivé effectivement le lancement de l'opération Serval en 2013. 5 ans après, j'imagine que la plupart de nos amis dans cette salle se posent des questions: où en sommes-nous? Et surtout que nous sortons d'une élection présidentielle compliquée, qui a été marquée par une violence verbale inouïe, les réseaux sociaux ayant beaucoup de confusion. Et je sais que vous êtes à l'écoute de l'Afrique, et donc le Mali, de par mon parcours, je me dis que j'ai une sorte de responsabilité intellectuelle, morale et politique de contribuer au partage, ou bien à clarifier en tout cas certains aspects de la question, d'un point de vue de femme sahélienne altermondialiste. Et pourquoi c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui? Vous l'avez dit, nous sortons d'une élection, vous préparez une élection. C'est extrêmement intéressant de mettre en parallèle ces processus. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui se passe de part et d'autre? Il est question de part et d'autre de démographie, d'avenir. La question à Marseille: l'Afrique est-elle notre avenir? Et c'est une question, je ne sais pas, quand je me la pose, je me demande s'il faut en rire ou en pleurer. Et il ne s'agit pas tout à fait de ça ici, mais moi ce qui m'importe, c'est de questionner en quoi est l'Europe, la France et l'Europe dans leur relation à l'Afrique, et aide ou n'aide pas. Et comme nous l'avons dit quand nous nous sommes vus, c'est que le dos tourné à l'Afrique, l'Europe est en train de penser son avenir en termes de comment se protéger, la protection des frontières,
de l'Europe est devenu l'enjeu contre deux ennemis, le migrant dit économique et le djihadiste. Et j'ajoute une troisième menace qui n'est pas présentée comme telle, mais en réalité c'est de ça qu'il s'agit, les femmes, du fait de leur fécondité, puisqu'il a été dit que 7 à 8 enfants par femme est africaine, que c'est un facteur de déstabilisation. Donc, pour en venir au Mali, l'énorme malentendu, Marie-Noël, c'est que l'opération Serval n'a pas été déclenchée sur la demande des autorités maliennes. Maintenant, on le sait. C'est documenté. Le Mali n'a jamais demandé le déploiement de troupes au sol. Et c'est David Poujada anime un débat. Je vous donnerai le lien de ce documentaire ahurissant où on vous explique comment, et en quelques minutes, la décision a été prise à l'Élysée d'entrer en guerre. Et comment, par la suite, là, je crois, Nouvelle Obs, c'est documenté. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'entendent pas, parce que après coup, vu l'état des lieux, c'est pas évident pour la partie française d'assumer sa part de responsabilité dans l'échec. Moi, ma position, c'est que nous sommes aujourd'hui, j'intitule ça, je l'appelle la double peine du Mali. La double peine, se voir imposer une guerre qui n'est pas la tienne et être obligé de la revendiquer. Et maintenant, on est à un stade où on nous demande de la financer. Et politiquement, de juger les institutions maliennes à l'aune de leur capacité à sécuriser un pays déstabilisé, économiquement d'abord. Parce qu'avant d'en arriver au djihad, à l'émigration et nos autres mots, c'est qu'on est passé quand même par plusieurs décennies de désétatisation, de destruction de du peu qu'il y avait. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y avait, quand je prends la région du centre et du nord, comme vous l'avez dit, j'ai été ministre de la culture et du tourisme, il y avait une forme d'espérance. Les gens croyaient, bon an, mal an, s'approchaient, et l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le tourisme. C'était pas le Pérou, mais on vivait bien. On vivait, les choses se passaient de bon. Et quand, le Mali n'a pas demandé cette guerre. 2, le discours dominant passe trop rapidement sur l'étape de la Libye. Et la déstabilisation de la Libye, pour des raisons que le Parlement britannique a eu le mérite de rappeler dans le rapport Chilcot en disant que quand eux, ils ont reproché à David Cameron de l'avoir fait avec Sarkozy, alors qu'à aucun moment Sarkozy n'a été interpellé ici. Mais on considère, on passe trop rapidement par perte de profit cette étape-là qui a été fondamentale dans la déstabilisation du Mali et la bande sahélienne. Parce que lorsque, à la faveur des politiques d'ajustement structurel, nous nous sommes trouvés avec chaque année des centaines de milliers de jeunes diplômés sans emploi, sans compter ceux qui viennent du monde rural, la Libye de Muammar Kadhafi a absorbé une part substantielle de ces demandeurs d'emploi. Donc, quand les migrants qui viennent de la région de Caille, donc historiquement, l'émigration, les immigrés qui avaient été invités au cours des 30 Glorieuses venaient de la région de Caille, Montreuil, tout ce que vous voyez. Il y a cette génération de migrants. Mais la nouvelle génération allait tout simplement en Libye. Mais ce que les gens ne se disent pas ici, c'est que 65% de toute façon des Africains qui émigrent ne viennent même pas en Europe.
c'est entre nous. Donc, ceux qui viennent vers ici, et qui, à partir de la Libye, participaient, en tout cas, les transferts de fonds de tous ces gens, participaient à une forme d'équilibre au niveau national et sous-régional. Mais quand, pour des raisons que vous connaissez, ils ont cru devoir démocratiser la Libye, et en dépit de la résistance de l'Union africaine, des mises en garde, en disant si vous touchez à la Libye, vous allez déséquilibrer toute la région, ils ont dit on n'a rien à faire, il faut qu'il parte, il faut qu'il tombe, c'est un dictateur. Donc nous nous sommes trouvés devant cette situation parce que la rébellion Touareg, c'est une rébellion cyclique que le Mali était parvenu à gérer jusqu'au MNLA. Mais après la chute de Kadhafi, on a laissé entendre aux Touaregs qui étaient en Libye que, comme le CNT, il était temps pour eux de rentrer au Mali. Et en contrepartie, eux, ils ont dit, s'il en est ainsi, nous voulons l'Azawad. Donc, on rentre chez nous, mais sur la base d'une revendication territoriale. Donc, ces Maliens, ces Touaregs d'origine malienne qui sont venus, et c'est cette demande vient se greffer à d'autres qui sont sur place, qui n'étaient pas nécessairement des séparatistes. Toujours est-il que nous nous sommes trouvés face à une situation où des gens venus de Libye, surarmés, on reproche à Amadou Toumani Touré à l'époque de pourquoi il les a laissés passer, puisque le Niger les a désarmés. Toujours est-il, lui, je me souviens encore quand il a fait un chèque de 50 millions en croyant que, en leur ouvrant les bras, par un accueil fraternel, solidaire, on trouvera le moyen de les intégrer. Et il se trouve que déjà, avant, j'appelle l'agression et la déstabilisation de la Libye, et les djihadistes qui étaient au nord du Mali depuis 2008, ils étaient là, dans des trafics, ils épousaient des femmes. En fait, ce n'était pas le djihad. Les djihadistes, les islamistes étaient là, ils s'étaient intégrés. Ils n'avaient pas pris les armes, ils n'étaient pas dans les villes, ils n'avaient attaqué personne, ils étaient là. Donc, à partir de quel moment la jonction se fait entre les séparatistes et les djihadistes et ensemble ils attaquent les villes du nord en 2012 avec les amputations de mains, les horreurs, tout ce qu'on a vu, et l'indignation au niveau national, sous-régional, mondial, et l'idée de l'intervention. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, parce que ça n'avait pas pris cette ampleur, on s'est dit, puisque ces djihadistes-là sont d'ici, ils sont d'origine malienne, et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dialoguer, de parler? Est-ce qu'il fallait vraiment un déploiement de troupes? Moi, je suis censée être l'une des alliées de la gauche. Et j'ai battu le pavé avec toute la famille de la gauche française, le PS, les écolos. La plupart d'entre eux, quand ils viennent à Bamako, en fait, mon centre est un peu leur quartier général lors du Forum social mondial. Je ne pouvais pas m'imaginer que dans un contexte comme celui-ci, le délit d'opinion, pourquoi j'ai considéré à l'époque qu'on devrait pouvoir trouver une autre solution qu'une intervention militaire dans ce contexte très fragile du nord du Mali. C'est à cette époque-là donc qu'ils ont suspendu mon visa. Du coup, ça a été le divorce entre le PS et moi, et privé de médias, privé de visa, j'étais, la plupart d'entre vous, je ne m'attarde pas sur cet aspect, mais ce qui est important, ce que je sais, ce que j'ai compris, à partir de ce moment-là, ce n'était plus une question maliano-malienne, c'était
la France, ou plutôt la social-démocratie française, qui a pris le tournant, le virage libéral de la social-démocratie impliquait cette guerre. La militarisation de la mondialisation, nous on le savait, on voyait venir, la Libye s'était fait, mais il fallait être dans la bande sahélienne. Et le Mali par rapport à d'autres pays, c'est le Mali qui avait fait du départ du dernier soldat français le symbole de son indépendance. C'est au Mali qu'il y a l'aéroport de Tessalit. C'est au Mali, on savait déjà, sous Sarkozy, depuis 2010, qu'il était prévu de toute façon de revenir au Mali. Et ça, c'était une occasion. Et c'est pour ça que Emmanuel Wallerstein dit que comment la lutte antiterroriste sert de prétexte pour, disons, revenir et légitimer le retour par la violence armée. Et quand nous avons vu débarquer ces milliers de soldats suréquipés, bien sûr, l'armée malienne humiliée, le coup d'État, à l'époque, le reproche qui m'a été fait, c'est que je suis pro-putschiste. Non, j'avais dit tout simplement à l'époque que ces putschistes-là, ce n'était pas l'élite de l'armée qui avait décidé de prendre le pouvoir. Mais face à la déferlante des séparatistes et des djihadistes, et le sort de l'armée qui était effectivement mal équipée, mal préparée, toute personne ne s'attendait à cette guerre. Et il y a eu ce coup d'État. Il y a eu ce coup d'État, mais on a fait du coup d'État le problème numéro 1 du Mali, même lorsque l'armée malienne était en mesure ou tentait de résister, parce qu'on avait acheté des petits blindés, du matériel militaire qui était dans certaines villes. Et la France n'a voulu à aucun moment que l'armée puisse tenter de se ressaisir et de faire quelque chose sous prétexte que ces armes allaient tomber entre les mains des putschistes. On ne sait jamais, il fallait tout simplement tout arrêter et déclencher l'opération Serval. Donc Serval vient, et Hollande décide d'y aller. Mon analyse à moi, c'est que Sarko est sorti triomphalement de Benghazi et il fallait qu'il sorte triomphalement de Tombouctou. Et quand il est venu nous dire, je m'excuse, le plus beau jour de sa vie. Voilà, le plus beau jour de sa vie politique. Donc, c'était ça le sens du message. Mais en fait, le véritable problème du Mali commençait à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, le phénomène a pris une ampleur à laquelle ces fauteurs de guerre en Libye et Hollande qui a cru devoir intervenir militairement, je crois qu'il ne s'y attendait pas. Malheureusement, dans son livre, il ne regrette rien. Je me souviens de toutes ces interventions partout. Le triomphalisme et le point de départ étant toujours, nous sommes là parce que on a été appelé. Mais dès l'instant où on sait qu'on a en fait forcé la main à l'époque à Djongouda et que on avait tellement envie d'essayer par nous-mêmes parce qu'ils ont repris Tombouctou sans tirer un seul coup de feu. Ce qui veut dire que le phénomène, ils étaient là, ils commettaient des crimes, mais ce n'avait pas, il racontait que la colonne qui venait sur Kona allait arriver à Bamako, peut-être à Dakar et je ne sais où, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et nous, notre analyse à l'époque, c'était une intervention militaire ciblée. Et la France avait les moyens, à travers une intervention militaire ciblée, de réduire considérablement la capacité de nuisance des djihadistes à cette époque-là et accepter le principe d'un dialogue entre Maliens. Or, dès le départ, en 2012 déjà, Hollande avait déclaré qu'il n'est pas question de parler avec les djihadistes, qu'il n'est pas question de parler aux terroristes. Comme Bachar el-Assad. Voilà, on ne parle pas aux terroristes. Mais pourtant, nous disons, mais pourquoi vous parlez aux mêmes terroristes quand il s'agit de libérer vos otages? Est-ce que la vie de vos otages, les vies de ces otages que je respecte, est-ce que ça c'est plus important que l'ensemble du Mali et tous ces Maliens aujourd'hui morts
au nom d'une guerre dont l'immense majorité d'entre eux ne savent ni les tenants ni les aboutissants. Donc 5 ans après, et ils sont là, plus nombreux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faut pas aller chercher trop loin. Le terreau, le véritable terreau du djihadisme, comme ce que j'appelle l'exil forcé, c'est le chômage et la pauvreté de masse. Et ce sont les politiques néolibérales qui secrètent. C'est ce chômage des jeunes chaque année que Dieu fait, chaque année. Le nombre grossit. Et que vous voulez, contre 100 €, ils sont tous prêts. L'État, c'est en fait, moi j'interprète l'État de mon pays aujourd'hui comme un énorme défi à un modèle économique qui est en panne partout. Mais il suffirait aujourd'hui que cet angle d'attaque, que cette grille de lecture, qu'on l'adopte pour qu'on puisse convenir de quelque chose. Mais les dominants n'en veulent pas. La fameuse communauté internationale ne veut pas nommer un modèle économique destructeur du tissu économique, du tissu social. Aujourd'hui, l'économie nationale, nous n'avons plus d'économie locale. C'est la ruine parce que les éleveurs, les agriculteurs, les artisans, tous les jeunes guides touristiques que j'ai formés, s'ils n'ont pas émigré, ils sont devenus djihadistes, ou en tout cas, ils attendent. Pendant combien de temps? Alors donc, c'est en cela que moi je me dis que c'est une question d'énoncer. C'est une question d'énoncer. On ne nous dit pas la vérité et sur les causes structurelles et de la paupérisation des pans entiers de nos sociétés, et paupérisation qui les condamne à partir malgré eux ou à saisir la perche du djihadisme. Jusqu'à présent, on ne veut pas toucher du doigt. Notre chance aujourd'hui, c'est que il y a le séisme politique, pas seulement ici, aux États-Unis, ici, de par le monde. Personne ne donne plus, disons, la mondialisation heureuse. Ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas ici, c'est une chance pour l'Afrique, peut-être, de se ressaisir, de dire comment développer autrement. Mais pour notre malheur, les fauteurs de guerre et les donneurs de leçons de démocratie croient savoir pour nous, puisqu'il est question de nous développer de nouveau pour protéger les frontières de l'Europe, pour arrêter les flux migratoires, pour mettre un terme à tout ça, il faut développer l'Afrique. Et quel développement? Puisqu'ils n'ont plus, puisque les ressources des États libéraux d'Europe et d'ailleurs ne leur permettent plus d'aller dans le sens de l'aide, d'ailleurs jusqu'ici, qui a consisté pour les développeurs à se développer d'abord avec le strict minimum pour les populations concernées. Donc ils n'ont même plus les moyens de cette aide-là. On veut confier aujourd'hui aux multinationales le soin d'aller développer l'Afrique. Et c'est là, c'est ça c'est fou. C'est ce projet machiavélique qui consiste à dire l'Afrique, l'Eldorado, notre avenir, c'est là-bas qu'il faut aller maintenant pour développer. Ça veut dire c'est là-bas qu'il faut aller maintenant pour aller plus vite dans le pillage, pour aller plus vite dans la production de gaz à effet de serre, pour aller plus vite dans l'évasion fiscale, tout ce qu'on sait, tout ce qui est débattu, tout ce dont vous débattez ici, ce sont les mêmes problèmes qui sont posés en Afrique, sauf que les gens ne sont pas outillés intellectuellement et le champ politique n'est pas structuré de telle sorte qu'à l'heure du débat, à la veille des élections, on puisse verser tout ça dans le débat électoral au lieu de circonscrire celui-ci à la question de la transparence des urnes. Quand vous écoutez la radio mondiale le matin, c'est effarant, c'est d'un tel mépris. Aujourd'hui, de quoi il s'agissait? À peine avons-nous fini au Mali, où on essaie de gérer une crise post-électorale. Ils sont déjà en RDC Congo, Madagascar, Sénégal, Mauritanie. On passe d'un pays à un autre. Et chaque scrutin présidentiel ajoute à la confusion et à la déstabilisation du pays. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu
et les gens se focalisent, il y a une véritable fixation sur les aspects organisationnels et institutionnels de l'élection, mais jamais de débat sur les paradigmes que Merkel, qui dans sa situation actuelle, vient elle aussi pour les entreprises allemandes. Pendant ce temps, ici, et lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, et Macron déclare aussi ce qui va être fait pour l'Afrique, puisque c'est la France qui est le plus gros investisseur dans nos pays. Donc ils sont tous d'accord. C'est cap sur l'Afrique, mais sans les Africains. C'est ce que Samir Amil dit, l'Afrique utile, c'est l'Afrique sans les Africains. Cap sur l'Afrique, sans les Africains, mais à travers des processus électoraux d'abrutissement des Africains, de dépolitisation et d'infantilisation des Africains. C'est ça ma douleur aujourd'hui. De voir que dans le cas de mon pays, pendant des semaines, nous nous sommes mis ensemble, un groupe d'intellectuels, pour dire aux Maliens, attention, faisons de telle sorte que, et à partir du moment où on a l'avantage de savoir, contrairement à 2013, c'est le commandant de Barkhane qui dit qu'il n'y a pas de solution politique au Mali. Mais ça, nous devions nous saisir de cela. Donc, tu veux dire qu'il n'y a pas de solution militaire? Il n'y a pas de solution militaire au Mali. Et venant de la hiérarchie militaire, quand on vous dit ça, quand il dit qu'il faut une solution politique malienne, mais cette solution politique malienne devait être au cœur du débat électoral. Les candidats devaient se défier autour de ça. Mais cela suppose que on n'a pas érigé la sécurisation en enjeu majeur, qu'on ne juge pas nos institutions sur la base de leur capacité à sécuriser, à en finir avec le djihadisme. C'est ça qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est intellectuellement malhonnête. Quand on sait que depuis 17 ans, la communauté internationale, américaine et européenne, ils sont en Afghanistan. Ça fait combien de temps? Cette guerre qu'on n'a jamais gagnée nulle part, on voudrait que le Mali, en 5 ans, éradique le terrorisme. Puisque ça n'a pas été fait, c'est devenu l'enjeu majeur de l'élection, avec une intoxication en disant aux gens, voici, on n'a pas été bien défendu. Et il faut changer. Et l'alternance politique vise maintenant à aller plus vite dans la sécurisation du Nord. Et c'est pour ça que les gens veulent regarder de plus près l'accord d'Alger. Si l'accord d'Alger frustre certains Maliens et qui pensent qu'il est déséquilibré en termes de partage du pouvoir, en termes de partage des ressources, la question que l'on doit se poser, est-ce que la nature des projets et des programmes envisagés par les multinationales, est-ce que la nature du développement qui est envisagée est conforme à l'écologie? Parce qu'on est quand même en plein désert. Et le défi que je lance justement, et dans mon livre à la France, j'ai dit, moi, quand on me parle de l'accord d'Alger et les sanctions, le Mali sanctionné pour la non mise en œuvre de l'accord d'Alger, alors moi je me tourne vers l'accord de Paris. Quand les grandes puissances, parce que les deux réussites de François Hollande, c'était Serval et l'accord de Paris. Mais on sait où on en est aujourd'hui avec l'accord de Paris, pas seulement du fait de l'attitude climato-sceptique de Trump. Il y a le fait c'est que, fondamentalement, ils ont du mal à se passer des énergies fossiles, à changer de leur fusil d'épaule. Donc, ils ne se posent pas de questions. C'est Suzanne Georges qui le dit. Et les préjudices, les crimes commis contre l'environnement, contre notre planète, ne sont pas passibles ne sont pas jugés. Mais on va exiger d'un petit pays à qui on a imposé la guerre contre le terrorisme, on va exiger de nous d'en finir rapidement. Donc, le président réélu a dû prendre l'engagement d'aller plus vite dans la mise en œuvre d'un accord de paix qui a toutes les chances de ne pas être la solution, puisque la question éminemment économique et écologique, ces questions ne sont pas posées. Donc moi je me dis que, quand on sait aujourd'hui que la gauche, à juste titre, est préoccupée par la percée des extrêmes droites, et je me dis que et les peuples d'Europe et les peuples d'Afrique sont victimes du mensonge d'État. Le mensonge qui consiste aujourd'hui
à cacher le fait que la mondialisation capitaliste n'est pas la solution. Sinon ça se saurait, sinon on n'allait pas assister à au meurtre, parce qu'ils sont assassinés. Tous ces gens aujourd'hui qui meurent en Méditerranée dans le désert sont assassinés. Ce sont des victimes et ce sont des déçus de la démocratie, ce sont des déçus d'un modèle économique qui doit être revu de fond en comble. On le peut, les peuples le peuvent, mais à condition qu'on leur dise la vérité. D'où la nécessité d'une alliance stratégique entre la gauche, celle que, en tout cas, celle avec qui j'ai marché, que je respecte, que je connais, si elle est encore capable d'écoute. Parce que la première chose, le mensonge qui a consisté, parce qu'ils n'ont pas cessé de marteler ici que le Mali a demandé, mais dès qu'on a paralysé tout le monde, et même la réflexion ici, en laissant entendre que c'était une demande. Mais Marie-Noël, je peux te trouver cette vidéo, il faut absolument que, quand David Poujada demande, non seulement on n'a pas demandé, et d'ailleurs il le dit dans son livre, ça a été, la décision de partir en guerre a été prise à l'Élysée ici. Mais où est la démocratie? Donc quand l'Europe va se pencher sur elle-même, quand elle va se questionner, quand elle va chercher les voies et moyens de barrer la route à l'extrême droite, qu'elle s'interroge sur la nature de ces relations, la nature des relations franco- et euro-africaines. Est-ce qu'elles sont suffisamment démocratiques? Est-ce qu'on est entre égaux? Est-ce qu'on peut se permettre d'infliger aux autres des politiques que l'on ne veut pas pour soi-même? Donc on ne peut plus continuer à donner l'impression qu'au Mali on est d'abord victime de nous-mêmes, de la mauvaise gestion c'est une réalité, de la corruption c'est une réalité, mais on pourra en parler quand vous venez avec un bon projet. Quand ce projet ne va pas dans l'intérêt du bailleur de fonds, il n'est pas financé, ils sont prêts à financer tous les projets. Et la corruption commence par là, par les conditionnalités du développement. Nous on sait, il y a des choses que nous savons faire, mais ces choses-là ne seront pas financées. Mais beaucoup d'argent vient à la faveur de projets qui ne nous intéressent pas. Et c'est pour ça que le continent va à volo. Mais quand vous êtes étiqueté, mais on rase le mur partout, parce qu'on a l'impression qu'on a le monopole de la corruption, mais il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Et l'argent de la corruption a été planifié. Et les gens sont capables d'exercer le contrôle citoyen à l'interne, quand on sait ce que la corruption nous coûte. Mais quand nous savons aussi que tous ceux qui essaient de ne pas s'aligner, tous ceux qui ne s'alignent pas seront sanctionnés financièrement, ne verront pas leur projet financé. Donc moi j'espère que le moment venu, et nous aurons d'autres occasions entre peuples, entre acteurs politiques, institutionnels engagés, de se parler, de parler autrement de l'Afrique. Parce que si nous le faisons à la lumière d'une mondialisation capitaliste, destructrice de l'emploi, de la cohésion sociale et des écosystèmes ici comme là-bas, je suis sûr qu'on parviendra à désamorcer le mépris, le mépris que nous voyons dans les yeux. La manière dont on nous regarde peut changer fondamentalement quand on saura qu'il y a le même dénominateur commun qui détruit et vos sociétés et les nôtres. Mais les Européennes, c'est l'occasion d'en parler. Je vous remercie. Merci Aminata. J'imagine que vous allez avoir pas mal de questions à poser. Peut-être que moi, la première que je voulais te poser, c'était les fameux djihadistes. Quand tu expliques l'interférence de Libye, le conflit un peu historique, enfin le débat historique avec les Touaregs, tu dis qu'il y avait des islamistes qui sont là déjà depuis un certain temps dans le nord du Mali. Est-ce qu'ils étaient rattachés, est-ce qu'ils étaient islamistes un peu autonomes, si je puis dire, hein, c'est-à-dire qu'ils s'étaient radicalisés dans un groupe relativement autonome, ou est-ce qu'ils étaient déjà connectés avec soit Al-Qaïda, soit l'État islamique? Parce que tu dis, bon, et ce qui paraît évident, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le bazar en Syrie, il y en a plein qui sont rapatriés, outre le fait qu'ils étaient déjà immigrés en... Ils venaient d'arriver.
Cela venait d'Algérie. Oui, est-ce que tu peux nous dire d'où venait vos groupes islamistes et comment ceux qui étaient déjà là dans le... Tu dis ils étaient maliens, donc on aurait pu discuter avec eux. J'ai parlé d'abord, il y a ces courants migratoires du sud du pays, de la région de Caille, tous ceux qui venaient vers la France ici. Il y a une bonne partie des jeunes diplômés et non diplômés des régions du Nord qui sont partis. Certains depuis longtemps, et depuis la Première République, et qui sont partis vers la Libye, et qui ont participé, la garde rapprochée de Kadhafi, mais aussi les guerres de Kadhafi utilisaient certains de ces jeunes-là. Donc, qui, après la déstabilisation de la Libye, des Européens ont conseillé à ceux-là de rentrer au Mali. Bon, il semble que le deal était, nous rentrons, mais promettez-nous de nous aider et à reconquérir, on veut un territoire, l'Azawad. Bon. Et eux, ce n'était pas des djihadistes. Donc ça, c'est la branche de la rébellion du Mouvement national de libération venu de Libye. Maintenant, côté algérien, comme tu le sais, il y a eu cette guerre qui a fait des 200, 300 000 morts contre, et à la suite de l'élection, la perte, le front islamique et le démantèlement des islamistes de leur groupe algérien et la branche qui est venue s'installer au nord du Mali, voilà, qui était là, mais qui n'était pas en guerre, qui n'est pas depuis 2008. On sait depuis 2008 de toute façon qu'ils étaient là. Et ils avaient de l'argent et le nord du Mali est à la faveur, parce que les politiques d'ajustement structurel n'étaient pas circonscrites au sud, c'est l'ensemble du pays. En dépit du désert, en dépit des distances, en dépit des difficultés qui caractérisent le nord du pays, on a tout libéralisé. Donc, c'est quand même 1 million, plus de 1 200 000 km². Donc, toute cette région du monde du pays qui était sous-administrée et vivait est devenue une zone de trafic avec l'Algérie. Les produits, les marchés, ici, quand on allait à Gao, on trouvait plus de produits algériens au marché de Gao que de produits venant du sud. Donc, la porosité des frontières, les trafics d'alcool, d'armes, de tapis, de dates, on trouvait du tout là. Donc, géographiquement, économiquement, cette région échappait un peu au sud, au contrôle du sud. Donc, quand les Touaregs, Iyad, qui est considéré aujourd'hui comme l'ennemi public numéro 1 de la France, et qui est malien, qui est un cadre malien, est connu de l'administration. Il était consul du Mali à la Mecque, comment on dit, en Arabie Saoudite. Et donc, on s'est dit que quelque part, je ne parle pas des Algériens et de ceux qui sont venus de l'extérieur, on pensait qu'il devait être possible de discuter avec les Touaregs maliens. Donc les choses se sont enflammées, embrasées. On nous a dit il n'est pas question de parler aux terroristes. Donc ça a pris la dimension que nous connaissons aujourd'hui. Et les difficultés se sont accumulées. Le centre du pays est aujourd'hui, le phénomène c'est avec Koufa. Donc, qui dit lui-même qu'il dépend de Yad, et le centre du Mali aussi est entré dans cette mouvance-là. Il y a des attaques. On attaque Barkhane, on attaque la MINUSMA, l'armée malienne. Donc, et on ne fait plus. Les gens ont du mal à faire la différence entre ce qui est djihad et le grand banditisme lié au fait que l'économie souffre justement de ce chaos. Oui. Alors, je te vois, Jean, interrogatif.
Non, je suis. Je sais pas, il faut appuyer sur un bouton. T'appuies, tu peux, non? Il n'y a pas un truc rouge devant là? C'est là? Ah, oula, c'est moderne au Sénat. Ben, voilà, quoi. Déjà que nous prenons des petits marquis, qu'on a la République, alors si en plus on est archaïque. Évidemment, marquis, c'est marquis. Bon, non, je me posais deux questions. La première, on voit bien, pardon, Jean Malo, ancien député, etc. On voit bien comment les relations Europe-Afrique sont de poursuite de l'exploitation de l'Afrique par l'Europe, etc. Ces mécanismes économiques sont bien décrits, etc. On voit comment les déstabilisations successives et les interventions militaires accentuent ces processus et laissent se développer, comme disait Marie-Noël, des chaos. On oppose souvent ces mécanismes à ce que la Chine propose actuellement, propose pour aller vite, ou fait même en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention, pour utiliser un terme vaste, de la Chine dans ses modalités, dans son ampleur et dans ses intentions réelles, supposées, forcément sincères, etc. Voilà, enfin bref, sur cet aspect des choses. Je reviendrai sur une autre question après, pour ne pas mélanger. Nous disons en fait que parmi les non-dits de cette intervention, il y a bien entendu la volonté politique de barrer la route aux BRICS en général et la Chine en particulier. Et effectivement, quand vous regardez, bon, ça c'est connu, la France a perdu considérablement ses parts de marché en Afrique ces derniers temps à la faveur de la Chine. Bon, les besoins, les exigences de la compétitivité, de la création d'emplois ici nécessitent donc un redéploiement dans ce qu'on appelle son ancien précaré. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, que penser est-ce que la Chine est une alternative? Est-ce que la Chine est une alternative? Quelle Chine? Moi j'ai connu une autre Chine. Quand j'étais gamine, la Chine de Mao Zedong, c'était pas la Chine capitaliste, avec ses grandes entreprises aussi. Mais ce qui change fondamentalement dans l'imaginaire populaire et même politique, c'est une forme d'efficacité et le respect. Est-ce que c'est sincère ou pas? En tout cas, on n'est pas face à l'arrogance française où on nous apprend qu'on n'est pas assez entré dans l'histoire. Et on se sent insulté, on est insulté. Aucun respect pour nous ni pour nos dirigeants. Donc les gens se disent tant qu'à faire. Pourquoi pas la Chine? C'est vrai que la contrepartie est les matières premières tout de suite, c'est-à-dire on ne paye rien cash, mais le gros souci de tous ceux qui savent ce que nous avons payé pour le surendettement, c'est qu'est-ce qui nous attend? Et la dette dans tout ça. Et le dernier sommet, on a vu, Xi Jinping les a reçus tous un à un. Le drame, c'est qu'ils sont mis en compétition. Et dans ce système aujourd'hui, la course à l'investissement étranger, puisqu'il n'y a pas d'autres ressources, la course à l'investissement étranger fait qu'on n'est pas 53 pays africains ensemble au niveau de l'Union africaine en disant quelle vision du futur et sur quelle base discuter avec la Chine, qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes. Le continent est immense, les besoins le sont tout autant, les distances sont longues, on ne se parle pas entre nous, et chaque chef d'État a le feu à gérer localement. Il faut absolument tout de suite des ressources. En tout cas, il faut faire bouger les choses, il faut faire quelque chose. Donc,
c'est ça qui est inquiétant, d'autant plus que l'Union européenne a décidé de créer ce qu'elle appelle la zone de libre-échange continentale. Donc la zone de libre-échange continentale, pour aller vite, vous avez l'Europe, nous en Afrique aussi, nous allons faire notre marché. Je te donne du plaisir. Moi je dis, je veux bien, mais est-ce que les chances qu'on ne nous a pas données pour industrialiser par le passé, est-ce qu'on aura cette chance aujourd'hui? Lorsque les règles de l'OMC exigent l'ouverture des marchés à tous les produits, lorsque les accords de partenariat économique exigent l'ouverture de nos marchés. Donc ces questions, malheureusement, sont débattues entre les chefs d'État au niveau le plus élevé. Nous, on apprend dans les médias comme tout le monde, mais c'est clair que, et c'est pour ça que je parle de surchauffe. Et ça ne va pas nécessairement dans le bon sens, parce que l'investissement est fait généralement dans des infrastructures. C'est les grosses infrastructures, ceux qui se voient, les routes, les ponts, les barrages, c'est ça qu'ils voient et c'est malheureusement ça qui impressionne le citoyen lambda. Quand on veut voir, quand on veut montrer où est le développement, on nous montre d'abord du béton. Et c'est ce que la Chine sait faire. Mais ça, c'est incompatible à la fois avec le développement humain durable, avec tous les besoins, tout ce qui est écologie. Toutes les grandes questions qui sont sur la table sont incompatibles avec ce modèle. Mais l'Europe n'a pas de leçon à donner à la Chine puisqu'elle procède de la même manière et que la bataille consiste à qui va aller plus vite en termes d'occupation des lieux par les entreprises multinationales. Est-ce qu'il y a des courants politiques qui portent localement cette idée d'un développement plus autocentré, un développement plus autodéveloppement, co-développement? Alors co-développement, c'est la plupart du temps bidon, parce que c'est quand même assez déséquilibré. Mais est-ce qu'il y a des courants politiques organisés, ou est-ce que ça reste des courants culturels, altermondialistes, ou tout ça? Comment est-ce que, en termes de global sur l'Afrique, indépendamment du Mali, est-ce que tu vois, un, ces forces émerger, deux, s'organiser? C'est là où, quand je prends mon cas, Marie-Noël, et logiquement, moi j'aurais pu être en bon terme. Je ne parle pas de Macron, mais Hollande. Bien sûr. Juste pour illustrer jusqu'à quel point j'étais proche de la gauche française, Ségolène Royal, candidate, m'a fait venir parmi les gens qu'elle voulait comme conseillère, quand elle est venue d'Afrique, les débats, c'était avec elle. Et quand les gens de la gauche partaient au Mali, on disait il faut voir Aminata. Alors quand ils en sont venus à me museler, bien sûr, et à va suspendre mon visa, et qui va avoir le courage de contester l'idéologie néolibérale quand la gauche, avec qui on aurait pu composer, espérer créer un courant de pensée, c'est-à-dire vous pouvez le faire, moi je le fais dans mon coin, mais c'est garanti, vous n'aurez jamais de financement. Ceux qui connaissent Bamako savent très bien ce que j'ai fait dans mon quartier. On a pavé des 300 000 mètres carrés. J'ai fait des tas de choses avec les femmes et les jeunes, mais tout s'est arrêté avec cette guerre. Donc cette manière de punir les gens qui pensent différemment ne donne aucune chance à l'émergence de partis politiques parce que ces partis n'auront pas de financement. Et sans financement, vous n'avez pas d'existence. Et c'est pour ça que la pensée unique, et c'est ça qui justifie aussi le fait qu'on me parle, nous on avait 24 candidats. 24 candidats, vous avez les noms des candidats, les noms des partis, mais personne ne vous dira qui est de gauche, de droite ou écolo. Ils sont tous sortis du même monde, tout le monde est là. Bon, on attend seulement que les choses se déroulent pour qu'on puisse continuer avec les mêmes bailleurs de fonds. Le bailleur de fonds a tout décidé, c'est ce qui se passe, c'est pourquoi il est là, mais il n'est pas jugé, personne ne l'a, comme Suzanne le dit, c'est l'autorité illégitime qui gouverne dans nos pays. Mais malheureusement, l'électeur lambda ne le connaît pas, ne sait pas qui il est, n'a pas de compte à lui demander. Alors Jean, puis, enfin peut-être Jean va d'abord demander à Anne-Claire, puis à toi. Anne-Claire?
Bonsoir, Anne-Claire Jarry-Boisvide. Moi, je voulais déjà partir du constat qu'il y a une pensée unique, donc souvent on l'évoque en économie, mais aussi en politique étrangère en France. Enfin, je pense qu'il faudrait remonter à la non-intervention de Chirac pour se dire que depuis, sincèrement, gauche-droite, politique étrangère, déjà c'est un sujet qu'on n'évoque jamais, c'est dramatique. Nos élites, je pense vraiment, ne s'y intéressent pas. Enfin, très peu de langues. Ne s'intéressent pas à l'autre. Alors dans un monde globalisé, il y a bien un moment où on va finir par le payer, au moins nous Français, parce que j'ai vécu en Italie, j'ai étudié en Allemagne. Les Italiens, par exemple, s'intéressent aux autres, à ce qui se passe ailleurs. Les Français, non, c'est dramatique, en tout cas ceux qui sont aux manettes. Moi, je me dis que... Alors la Libye, je connais pas en particulier le sud tunisien, évidemment. On nous a raconté une fable sur les chars de Benghazi. J'aime bien votre analogie avec Bamako. Quand on sait comment les Libyens vivaient, etc. Jamais de révolution, on le sait. Mais voilà, c'est que Kadhafi dérangeait aussi, parce qu'au niveau économique, et pas seulement politique, il a toujours des ambitions pour l'Afrique. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'Africains qui travaillaient en Libye. Moi, je me dis quand même, donc deux choses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un moment où l'Europe, en particulier la France, ne vont pas réaliser qu'ils ont fait une erreur géopolitique majeure? Parce que là, les Américains, ils sont tranquilles, hein, au niveau commerce international, etc. On est allé tout seul, tout cassé au nord de l'Afrique, au cœur de la Méditerranée. Enfin, c'est quand même notre histoire. Et effectivement, avec les migrations que vous avez évoquées, qui ne sont pas un problème hein, pour moi, mais... Donc, est-ce que quand même, il n'y a pas un moment où on va se rendre compte que c'est stratégiquement une erreur? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une porte de sortie avec de nouvelles alliances de pays africains? Enfin, je connais moins, parce qu'il y a l'Union de Maghreb arabe, CEDEAO, UEMOA, tout ça, mais est-ce qu'il y a des alliances possibles? Et est-ce qu'on ne peut pas tirer des enseignements de ce que je connais moi aussi, mais de ce qui se passe en Afrique anglophone, où j'ai l'impression que les pays décollent plus? Moi, je veux bien. Je pense que le but de cet exercice, c'est justement, c'est modeste. Hein. Mais bon, j'espère vraiment, avec mon livre, à la fois ici et en Afrique, engager le débat. Je viens de vous dire, en substance, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, en disant qu'il y a une communauté de destin. Au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est passé un certain nombre de choses ces dernières années. Et c'est le bouleversement, le séisme politique ici aux États-Unis. C'est-à-dire que personne ne peut nous dire en Afrique, there is no alternative. Parce que nous voyons que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché chez vous, vous n'avez pas le droit de nous l'imposer. Maintenant, les jeunes avec les réseaux sociaux, si vous voyez les critiques du système, il y a de ces positions, moi je me dis, Dieu merci, j'ai l'impression de n'avoir pas perdu mon temps. J'étais une sorte d'extraterrestre il y a quelques années, parce que pratiquement la seule à dire je ne suis pas d'accord avec la mondialisation. Donc comment, tu n'es pas d'accord avec ça, tu veux nous amener en arrière, bon c'est rétrograde, tu es contre tout, ainsi de suite. Donc maintenant, les gens se posent des questions, y compris, j'ai eu l'avantage d'être ministre, je vous assure, moi, le nombre de dirigeants, chefs d'État, ministres et autres qui en privé te disent leur ras-le-bol. Mais ils savent. C'est pour ça que mon premier livre, L'étau, tout le monde dit pourquoi tu ne réédites pas L'étau. Mais on sait, ils sont sous pression. Ils sont sous pression, un à un. Le téléphone, ça va se passer de telle manière, même dans cette guerre-là. Est-ce que vous savez qu'immédiatement après le déploiement de l'opération Serval, une cinquantaine de chefs d'entreprise françaises débarquent au Mali? Immédiatement après. Et qu'il y a des contrats et de gré à gré entre la MINUSMA et Thales. Vous voyez, alors quand vous regardez ces bateaux, ces Maliens qui triment ici, qui sont dans la rue, qu'on regarde de haut, qu'on méprise, et qu'on peut aller dans le pays de ces gens-là, dans ces pays d'origine, et piller, et ne pas se laisser questionner. Il ne faut surtout pas questionner parce que nommer la mondialisation, c'est insulter la France. Alors donc, moi je me dis, moi je vous renvoie à la question, est-ce qu'à quel moment est-ce qu'on peut amener Emmanuel Macron aujourd'hui à réaliser qu'il a hérité d'une guerre que la France ne peut pas gagner?
et qu'il ne faut pas essayer de faire du G5 une béquille pour Barkhane. En disant, c'est comme et nous n'avons pas les moyens de cette guerre, qu'ensemble, ils vont la faire à notre place. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et quand on sait qu'elle coûte cher, et la rentrée scolaire, je ne vous dis pas, l'état des hôpitaux, les centres de santé, les rues, tout est à faire. Dire que dans ce contexte-là, le peu d'argent, les maigres ressources de nos États puissent aller dans une guerre contre un ennemi sans visage, parce qu'ils sont des nôtres. Au lieu de dire aux Français, nous allons faire la guerre là-bas pour vous protéger ici, j'ai dit, mais ceux qui ont commis les crimes du Bataclan et de Charlie Hebdo ne sont pas venus du Sahel. Ça veut dire que chaque pays, à la faveur de ce système-là, se crée ses propres terroristes. Mais quand on comprend ça, on colle une paix royale aux Sahéliens. Mais on ne veut pas nous laisser réfléchir, on ne veut pas de nos propositions. Et des gens qui essaient de faire, je le sais, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour le faire, c'est moi. Parce qu'on ne peut pas bâtir cette amitié, me vouloir à un moment donné partout. Tout le monde, je peux le dire, Martine Aubry, tous. Ils me connaissent tous. Mais pourquoi depuis la guerre, personne ne m'adresse la parole? Parce qu'il fallait faire de cette guerre une réussite du régime, du quinquennat de Hollande. Et ça le demeure dans les têtes. C'est pour ça qu'il faut que les gens sachent, on n'a pas demandé, on ne peut pas la gagner. En continuant comme ça, en 5 ans, ça a pris de l'ampleur, mais dans 5 ans encore, on ne sait pas ce qui va rester du Mali. Alors il faut vraiment arrêter. C'est terrible hein, quand on t'écoute. Il y avait Jean et monsieur, puis... Alors attendez, je note. Pour être sûr de n'oublier personne. Jean, vas-y, pendant ce temps-là, je peux faire le voir. C'est pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les forces politiques, etc. Voilà, Marie-Noël, et rebondir sur la suite. On voit bien comment le modèle de développement mondialisé, libéral, etc., qui est l'épuisement des ressources à la perte terrible de biodiversité, etc. La question est, dans la réalité, il y a des rapports de force, il y a une situation actuelle qui est ce qu'elle est. Comment impulser un autre mode de développement? Parce que si on met l'Afrique sur le même chemin qui était le nôtre dans les 50 dernières années, etc., l'épuisement des ressources va se poursuivre, l'émission de gaz à effet de serre encore plus, etc. La contradiction avec l'accord de Paris est évidente. Et comment faire en sorte que le développement de l'Afrique, pour d'autres régions du monde en développement, que ce développement se déroule sur d'autres bases, conformes avec, je dis rapidement l'accord de Paris, mais le développement durable en général, pour éviter de retomber dans les mêmes errements et de, en quelque sorte, sortir desserrer le nœud coulant, quoi, sortir du guépier. Est-ce que vous avez... C'est la question qu'on se pose tous probablement. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à avancer dans la réponse à cette question? Donc, quand je vous regarde, hein, quand de nos chaumières, on vous regarde à la télévision, quand on voit les batailles entre les chemins de fer, les travailleurs, et on se dit, bon, s'il en est ainsi là-bas, et entre Français, qu'est-ce que vous voulez comment peuvent-ils entendre la détresse de l'Afrique s'ils ne sont pas capables de comprendre la détresse des Français? Ah oui, c'est une bonne question. C'est une des grandes questions de la gauche. Hein. On ne peut plus entendre la détresse de son peuple. Hein. Ouais. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont dans le creux de la vague s'imaginent, quand quelqu'un nous a dit l'autre jour, on est contre la libre circulation des travailleurs, on l'a dit au début de cette rencontre, comment on en vient à les dresser les uns contre les autres? Moi, je dis, j'ai l'intime conviction, et ceux qui sont ici, les Africains, peut-être on a tous et toute cette expérience, l'immense majorité des gens ici ne demandent qu'à rentrer.
Moi, quand je vais dans les salons, de quoi, les gens, une nostalgie de l'Afrique. Si il suffirait cet autre développement, cette autre voie, trouvons cette autre voie, vous n'aurez même plus besoin d'investir tant dans Frontex et dans la chasse aux Africains. Il faut, c'est une question, la question fondamentale aujourd'hui est celle du paradigme économique. Mais comment changer quand c'est les banques et les entreprises qui gouvernent le monde? Il aurait suffi que Hollande tienne sa promesse électorale, faire de la finance son ennemi, il ne serait pas allé en guerre au Mali. Bien. Je pense que comment rétablir la paix au Mali? Comment rétablir la paix en Afrique? Je répète, comment rétablir la paix en Afrique, et au Mali en particulier? Est-ce que l'armée ou est-ce que le gouvernement malien peut, à lui seul, économiquement, maintenir la sécurité de ses frontières, contrôler l'économie, tout au moins essayer de la canaliser? Comment les partis maliens font? Quels sont-ils qui peuvent combattre ou s'allier de manière à proposer des solutions et finalement chasser les investisseurs qui veulent profiter des mines, des possibilités du pays, et tout cela dans la paix du pays? Comment employer les nombreux diplômés qui n'ont plus même de débouchés en Afrique? Je pense à la Libye, il y a plus de... alors qu'on sait qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, des Maliens et d'autres pays qui allaient travailler en Libye. C'était exploité, certains de façon éhontée. Bon. Comment le Mali peut-il faire tout seul, si c'est possible? Tu veux réagir avant? Tu veux que je prenne plusieurs questions? Non, je veux faire vite. Moi, je vous renvoie la question. Et comment faire de telle sorte que la France se suffise à elle-même, qu'elle n'ait pas besoin d'aller chercher l'uranium du Niger pour sa sécurité énergétique? Si vous répondez à cette question, je trouverai la mienne. Parce que c'est la structure, on est en train de parler de la structure de l'économie. Ce n'est pas parce que tel ou tel pays n'est pas capable de le faire. Mais en quelques décennies, on a articulé les économies nationales, la vôtre, la nôtre, on a fait de telle sorte que, même si nous le voulions aujourd'hui, on cultive le coton, premier producteur de coton. Mais à quel moment nous avons eu la possibilité de développer une industrie cotonnière capable de donner du travail aux Maliens? C'est la compagnie française de développement du coton qui a profité de ce coton malien et qui continue de... Alors quand vous me dites, c'est pas parce que je suis en train de dire foutez-nous la paix. Je suis en train de dire que on s'est engagé, ou du moins on nous a forcé, nous à notre insu, à entrer dans une économie mondialisée dont la principale caractéristique est l'inégalité et l'injustice, c'est-à-dire les gros poissons mangent les petits. Donc la question n'est pas spécifiquement malienne, elle se pose à tous les niveaux. Bien évidemment, et en France, vous ne croyez pas que... Sauf que il y a de nombreuses personnes qui sont contre cette mondialisation et la possession des sociétés, de grandes sociétés françaises, par d'autres capitaux, et qui sont contrôlés. Même les capitalistes s'en plaignent. Mais qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? C'est ça le problème. Alors, ce que vous dites, moi, me fait un peu réagir parce que, effectivement, j'ai le même réflexe que vous, comme premier mouvement, de dire comment on fait pour que les Maliens puissent reprendre en main leur destin, qu'il y ait la paix, que bon, de toute façon, ça ne va pas être du jour au lendemain, que tout va être fabuleux, etc. Et en effet, on est tous ramenés à ça. Puisque nous-mêmes, quand on se dit, nous les Français, quand même, on est quand même 6e puissance du monde, on a quand même l'état d'atout, comment on fait pour reprendre un peu en main nos destins? Alors on dit on ne peut pas, l'Europe, l'OMC, le bidule, nous-mêmes, on théorise notre impuissance. Donc on voit bien qu'au-delà de ce qu'on peut faire conjoncturellement, par des accords de développement local, par exemple, pour financer des opérations quand il y a besoin d'aider à d'une initiative locale et gratuitement l'aider parce que je pense que c'est important et qu'on peut se permettre, il ne faut pas déconner, d'aider, etc. Mais moi je pense que ça pose la question de justement
reprendre l'initiative du combat politique mondial avec des outils nouveaux. Pendant des années, il y avait l'Internationale socialiste, bon, bonjour, c'est même pas la peine. Il vaut mieux qu'elle ne renaisse pas de ses cendres parce que ça risque d'être pire que si elle faisait rien. Il y a eu des grands mouvements tiers-mondistes pendant un moment, hein, qui étaient très, très puissants, avec des journaux, avec des relais, etc. On était quand même assez collectivement impuissants. Alors je me disais comme ça en vous écoutant, que, par exemple, on a l'élection européenne. Bon, quel que soit, moi je plaide pour qu'il y ait des listes de gauche, enfin correctement de gauche, qui s'affirment, et qu'on arrête les conneries d'alliances à géométrie variable, soi-disant pour sauver l'Europe des fachos. Plus on fait ça, plus il y a de fachos. Bon. Mais je me disais, et donc je plaide par exemple pour qu'il y ait un intergroupe des gauches antilibérales, des gauches, quoi, rouge, rose, vert, de gauche, bon, antilibérales. Et je finis par me demander qu'il y a quand même des moyens quand on est parlement. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à créer un forum militant, si je puis dire, hein, militant politique, altermondialiste, ou pour reprendre un schéma simple de vocabulaire, qui soit capable, avec des Européens et des militaires, soit des individus, des intellectuels, soit des forces un peu organisées, à essayer de dire, non seulement on proteste, on bifurque, on pousse à la bifurcation de notre mode de développement, mais dans certains cas, on trouve les moyens. Par exemple, dans l'Europe, si le Parlement européen, on disait arrêtez de financer et vous devez financer tel projet parce que celui-là, il est conforme à un développement centré. C'est gagnable. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas gagnable. C'est gagnable si on y met les forces, parce que je crois à la fois aux forces des idées, mais aux signes. C'est-à-dire que quand il y aura tous les ans des réunions, des élus, des gens qui font des militants, et qu'on finance des trucs, et qu'on fait suer l'Europe, qu'elle arrête de financer A pour financer B, ça ne règle pas tout, parce que nous, en Europe, on a beaucoup à faire, mais il me semble quand même, parce qu'il faut trouver des graines pour avoir des raisons d'espérer. Ça peut paraître modeste, parce que moi, je mène par ailleurs d'autres combats, mais je crois quand même que sur un certain nombre de sujets, il faut continuer le débat politique, il faut pousser, mais il faut aussi des graines pour avoir des raisons d'espérer. On a beaucoup espéré dans les forums sociaux mondiaux. Rappelez-vous, tout le mouvement Sao Paulo, enfin non, c'était, je ne sais plus, c'était pas Sao Paulo, Porto Alegre, etc. Et puis, la crise, plouf, ça refait plouf. Bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire renaître, parce que le cadre politique est quand même nouveau. Et les fachos s'organisent, les nationalistes et les identitaires s'organisent, et puis, à part Macron qui fait des déclarations sur les progressistes, et trois mecs l'un côté de l'autre, et bien en face, c'est rien. Voilà, moi je médite à ça. Je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire dans cette direction. Et évidemment, à ne pas lâcher prise chez nous, première des choses. Oui ? Oui, Simpson Dalla, je suis élu municipal d'une ville qu'on appelle Gonesse. Alors, d'ailleurs, en partie, je pense, répondu à la question qui est la mienne, mais je vais essayer de reformuler. On sent bien, Madame la Ministre, c'est vrai, à l'énonciation, enfin, l'écoute de vos propos, l'idée quand même que l'on sorte finalement tous par le haut de cette situation, et je pense que cela est tout à votre honneur, en tant que démocrate que vous êtes. C'est vrai qu'il y a bien des situations où finalement on semble constater, malgré tous les bons mots des puissances occidentales, voilà, une imposition finalement des règles qui sont faites par les Occidentaux, pays africains, qui les subissent d'ailleurs dans différents domaines, que ce soit lors de processus électoraux ou dans le domaine économique, ou peut-être pas forcément culturel. Alors, ma question serait de savoir, à l'heure où finalement les générations actuelles souhaiteraient non pas une scission, parce qu'il n'est pas question de scission, mais plutôt, je dirais, une revalorisation des relations finalement entre l'Afrique dans son ensemble, l'Afrique francophone surtout, parce que c'est elle qui souffre, vous avez raison madame, ainsi que entre l'Afrique qui souffre et les pays occidentaux, européens. Quels sont selon vous les deux axes, je dis bien trois axes, domaines de travail sur lesquels finalement vous conseillerez aux générations à venir de travailler pour arriver finalement à ce que je pourrais appeler une vision
renouveler des relations. Parce que pour moi qui suis jeune père, je pense bien évidemment à les enfants qui demain, je pense légitimement, faudront comprendre, ils sont nés ici, bien africains qu'ils sont, et au même titre que ceux aussi qui sont en Afrique. Donc voilà, c'est d'essayer vraiment de comprendre le message qu'on pourrait leur léguer, et surtout les axes de travail sur lesquels on devrait travailler pour essayer de trouver des issues favorables. Moi, c'est extrêmement important. En fait, il s'agit effectivement de refondation de l'idée du développement, de notre compréhension de la démocratie. Et je me dis, la situation est d'une grande complexité et extrêmement grave quand on regarde de part et d'autre. Personne ne peut compter sur l'autre. Mais c'est précisément dans ce contexte-là. Moi, je dis aujourd'hui, un nombre considérable de Français et d'Européens sont capables d'entendre, de comprendre l'Afrique si vous leur dites, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On n'a pas démérité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, on a essayé, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas ici, ça ne peut pas marcher chez nous. Mais maintenant, moi je pense que j'ai publié il y a longtemps l'un de mes livres après l'étau, c'est le viol de l'imaginaire. L'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Quand vous me dites deux axes, moi je vois deux choses. Nous-mêmes. Parce que toute cette douleur et cette conscience, bonne ou mauvaise, que nous avons de nous-mêmes, et qui localement nous pousse à vouloir vivre au-dessus de nos moyens. Il y a un excellent livre, j'ai lu seulement, j'ai vu des débats. En as-tu besoin? Je suis sûr que certains d'entre vous en as-tu besoin? C'est cette question est fondamentale pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on est le poubelle de la planète, on est la poubelle de la planète, on déverse tout. Nos économies ne marchent pas parce que les marchés sont inondés des restes. Les restes des voitures, les restes des machines, les déchets électroniques, les vêtements. C'est-à-dire qu'avec des artisans, on pourrait avoir, en termes d'écologie, moi je me bats aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait de mon livre, j'ai mis Une femme du Sahel comme sous-titre, l'écologie n'est pas la guerre. L'écologie, le pari de l'écologie, l'Afrique peut relever ce pari. Parce que les connaissances sont là. Vous tous ceux qui, quand vous allez dans les villages, quand vous allez, aujourd'hui, il y a, en termes de nourriture, de vivre ensemble, il y a des choses que nous savions faire jusqu'à une date récente. On a arrêté de les faire parce que tout le monde sait qu'il y a l'argent du financement, il y a la perdième, il y a ceci, il y a cela. Alors on dit, tant qu'on ne me paye pas, je ne le fais pas. Mais quand moi j'ai besoin qu'on réfléchisse, comment réfléchir, la gouvernance de soi, la réflexion sur soi, et le questionnement, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je consomme, à qui ça profite, qu'est-ce que ça m'apporte. Toutes les maladies, quand je vois les Européens parler aujourd'hui, regardez de ce qu'ils ont dans leur assiette, mais nous c'est que, vous savez, 30% des médicaments qui sont vendus en Afrique sont des faux médicaments. Sans compter tous les médicaments de la pharmacie par terre. Donc on n'est pas seulement, les gens fuient, mais on est en train de mourir à petit feu, par tous les bouts, les médicaments, l'alimentation, l'environnement et tout. Mais moi ce que j'ai essayé de faire au niveau local, c'est pas énorme, mais au niveau de mon quartier, mon petit restaurant, mes constructions en matériaux locaux, ça fait 30 ans que j'essaie de montrer ces textiles-là, tout ce que j'ai, par principe, je dis, je vais vivre mes idées, je montre que c'est possible, qu'il y a une esthétique africaine, il y a une modernité africaine, et que le temps d'avoir un marché africain, un marché continental, si au lieu de zone de libre-échange, nos dirigeants m'avaient dit, on va faire un marché. La notion de marché nous est chère. On sait ce que c'est que le marché. Et le marché, c'est l'affaire des femmes et des jeunes. Donc moi, je pense, dire, j'ai pas besoin de posséder, et plus que l'autre, sortir de la logique de l'ostentation. C'est quand vous parlez de la corruption, le gaspillage, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que la blessure narcissique, et on est tellement mal en dedans, on nous a tellement malmenés, on est si peu sûrs de nous-mêmes que nous sommes prêts à tout prendre. Mais si nous arrêtons de tout acheter, l'écologie personnelle d'abord,
je vous assure qu'on veut, et ceux qui veulent tout nous vendre seront obligés d'arrêter si nous savons qu'on ne peut pas tout acheter, qu'on ne doit pas tout acheter. Mais même là, il y a une bataille à mener parce que Kagame, quand Kagame récemment a décidé de fermer son marché aux frites, et il a été sanctionné par Trump. Parce que les déchets, les vêtements qu'on déverse sur l'Afrique, il y a le lobby de ces déchets aussi. Bien sûr. Donc les lobbies de ces déchets veulent que l'Afrique s'ouvre à ces déchets. Donc le travail qu'il y a à faire et qui ne dépend de personne, ça répond à votre question, à notre propre niveau, avec les réseaux sociaux, comment aller vite dans les conseils. Les jeunes et les femmes sont ciblés par l'Occident sous prétexte que nous faisons trop d'enfants. Moi je dis d'accord, mais si nous et nos enfants nous arrêtons d'acheter, si nous décidons de consommer autrement, c'est cette bataille qu'on peut la mener. Mais en attendant, la Chine s'y est mise, tout le monde s'y est mis. Quand une Africaine ne s'est pas mis des extensions jusqu'au dos pour ressembler à une blanche, ou quand elle ne s'est pas dépigmentée pour être comme Marie-Noël, elle n'a pas l'impression d'exister. Alors moi, je me dis, il y a des remises en question. Et comme vous avez parfaitement raison, la refondation est possible au niveau politique, psychologique, social, culturel, commercial. Un marché africain, par les Africains, pour les Africains, mais pas décidé à Addis Abeba, mais par une base suffisamment consciente des enjeux de chaque achat. En tout cas, la question de la souveraineté alimentaire Bien sûr. est une des questions centrales dans la période qui vient. Si on veut déjà enfin moi je plaide pour une démondialisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations internationales, qu'il n'y a pas d'échanges et ça. Mais le concept de souveraineté alimentaire devrait s'imposer comme un principe de base. Parce que ça, c'est quand même l'élément sur lequel on pourrait avancer relativement vite. C'est plus compliqué pour les transferts technologiques. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Madera Diallo. Mais ça me dit quelque chose, Madera Diallo. Sûrement. Ouais. Je voudrais un éclairage parce que sur les fameux accords d'Alger et de Paris, je n'ai pas poursuivi. En fait, quelles sont les nuances ou sont les enjeux entre les deux? Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. L'accord de Paris, c'est le CO2. Hein. Oui, l'accord de Paris, c'est sur le climat. Ah d'accord. C'est sur le climat. Voilà. Peut-être parmi nous des accords d'Alger qui sont moins connus ici. Oui, donc et les accords d'Alger, c'est pour la paix au nord du Mali. Voilà, c'est issu d'un long processus avec différentes dimensions et les partenaires techniques sont persuadés que la mise en œuvre de cet accord-là, bon, c'est à la fois militaire, la démobilisation, DDR, c'est-à-dire comment, et une fois qu'on a désarmé les gens, les MOC, et toutes ces dimensions qu'ils ont prévues pour désarmer. Et il y a des dimensions économiques également. Et quelle partie des ressources naturelles du Nord reviendra dans le cadre de la décentralisation et reviendra aux gens du Nord. Donc il y a tous ces aspects qui titillent parce que les gens se demandent est-ce que c'est un découpage du Mali? Est-ce que le découpage va se faire à l'avantage des gens qui ont pris les armes contre le reste du pays? C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup d'interrogations et les gens se demandent d'abord l'insistance des Occidentaux. Parce que quand les Occidentaux veulent absolument quelque chose, les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Parce que les gens se disent, une fois que, est-ce que ce n'est pas une manière d'isoler davantage l'État central pour faire davantage de business avec les grandes entreprises au nord du Mali? Alors c'est sur ces questions-là que les gens se posent. D'accord. Donc j'arrive sur ma question, merci pour, je vais la faire très court. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai eu 58 ans cette année. Autrement dit, je suis né l'année des indépendances africaines. Voilà. Je suis du Sénégal, avec, comme tout Sénégalais, une partie malienne, puisque ma mère y est née, elle était immigrée de Saint-Louis du Sénégal à Oualia, et voilà. Et j'ai eu la chance d'être né de quelqu'un qui était syndicaliste, et qui était, voilà, qui s'est battu pour la vraie indépendance qu'on nous a volée, c'est très clair.
qui m'a donné donc ce nom de Madera Keïta et qui m'a permis de connaître le RDA, de connaître Sékou Touré. Et aujourd'hui, j'ai mon frère cadet qui a fait le choix, en tant que Sénégalais, de s'installer au Mali et qui s'est promis depuis maintenant 20 ans de reverdir la zone de Nara, qui est tout autour, dans le désert et tout ça. Et au Sénégal et ici, nous travaillons sur des vraies questions et aujourd'hui, avec beaucoup, on se pose la vraie question. Ne faut-il pas sortir du cadre pour résoudre les problèmes? Le fait de nous dire Sénégalais, Maliens, le fait d'avoir la trouille du démantèlement de ces pays-là, est-ce que cela ne nous enferme pas dans quelque chose où on nous entretient à défendre un cadre qui finalement reste le même? Pourquoi je le dis? Parce qu'à une époque étudiante, j'avais entrepris une recherche anthropologique, en anthropologie politique, sur les circuits commerciaux de la colonisation. Et je me suis rendu compte que les vieilles maisons coloniales, leur fortune, les Morel-et-Prom, Périssac, Cefao, etc., ça a fini chez Delmas Bielge. Et tout cela, ce patrimoine, finalement, avait atterri à l'époque à la BNP. Et c'est ce que Bolloré a aujourd'hui pour mettre à genoux tous ces pays-là. Et ça me renvoie à ma jeunesse, quand, sous Senghor, socialiste, et j'étais beaucoup fâché avec les socialistes, même si j'ai voté pour eux, qui nous emprisonnaient, nous jeunes Sénégalais, parce qu'on soutenait les pseudo-indépendantistes de Casamance. Et on lui disait à M. Senghor, l'indépendance politique, c'est le droit à la libre séparation. C'est comme une femme qui en a marre, qui divorce, elle a le droit. Et ce n'est pas parce qu'il y a une séparation que les peuples seront plus malheureux. Ne faudrait pas qu'on ait aujourd'hui le courage de passer ce cap-là et de penser peuple plutôt que de rester dans ce cadre qui de toute façon n'apportera rien. Je veux dire par là, apporter des autoroutes comme ils le font au Sénégal, ou des terrains ou je ne sais pas trop quoi, à des gens qui, même en payant très cher, n'ont même plus accès à l'eau potable. C'est de vraies questions. Ne faut-il pas tourner le dos à ce système, à ses représentants? Parce que ça s'est passé au Mali, l'année prochaine c'est le Sénégal. Et je vois aujourd'hui où les jeunes de Yanamar et autres disent pas de parrainage, gardons le contact, et au Sénégal, je vous alerte là-dessus, ils sont en train de couper les réseaux sociaux. Parce que... Le gouvernement. Oui, le gouvernement. Et pourquoi? Parce que le sous-sol, par miracle, ce que le BRGM cachait du temps semi-colonial, c'est-à-dire de l'indépendance aux années 80, le sous-sol, il y avait du pétrole, on le cachait, maintenant c'est sorti. Les libéraux, depuis l'alternance politique, ont vendu les concessions. Il y a un peu de mafia politique, puisque les mêmes concessions ont souvent été vendues tant à des Hollandais qu'à des Chinois, ou des Russes, ou des Australiens. Fatalement, il y aura conflit. Il y aura aussi conflit avec la Mauritanie. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir les choses autrement et se dire que, ma foi, 58 ans d'indépendance, à l'aune de l'histoire, ça n'est rien. Autant tout remettre par terre et partir de bon pied. Oui, bien sûr. On va peut-être, vu l'heure, on va peut-être prendre les deux derniers, puis peut-être Aminata, tu vas conclure. Ensuite, il y a deux derniers. Vas-y, Rachel. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et donc je ne vais pas revenir sur tous les plein d'interventions qui étaient très intéressantes, avec lesquelles j'étais totalement d'accord. Et je ne vais pas ressortir les débats sur la question des frontières de ces pays et de la colonisation, du rapport entre les colonies anglaises et les colonies françaises, et comment s'est fait la décolonisation des deux côtés. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et quand on est français, c'est toujours un peu particulier, c'est qu'on a toujours été habitué à un État fort, à une nation, à une histoire longue et à des frontières qui ont aujourd'hui une histoire, un peuple qui a une unité assez cohérente, alors que en réalité, dans beaucoup d'endroits dans le monde, et c'est aussi le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, ces frontières
elles ont un sens un peu étrange, elles ont été taillées de façon un peu particulière, elles mélangent des peuples qui ont des histoires assez différentes et des cultures très diverses. Et donc, moi, à titre personnel, j'ai des origines du sud de l'Algérie. L'État, l'organisation collective est très absente. Et après, sur la vraie question que je me posais sur la question économique, moi, ce qui m'avait toujours choqué dans ces territoires, c'est le fait que aujourd'hui, quand vous élevez un poulet, vous le nourrissez, vous le vendez au marché, et ben gardez en tête qu'en face de vous, vous allez avoir un poulet surgelé qui est de mauvaise qualité, mais qui sera toujours moins cher que le vôtre, tout simplement parce que lui, il vient d'importation subventionnée et qui fait que toute votre activité à vous, basique, qui consistera simplement à produire de la nourriture, vous ne pouvez pas la tenir, cette activité-là, parce que vous serez concurrencé par une absence de toute forme de frontières et de limites économiques. Et donc la question que je pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question du protectionnisme dans ces États, à un moment donné, refixer des limites et des frontières, des taxes qui permettront de faire en sorte qu'on puisse refaire émerger des bases, même des bases économiques basiques qui sont l'agriculture, l'élevage, et qui permettent au moins de subvenir de faire survivre des populations qui en plus sont les premières à souffrir de tout ce qui est réchauffement climatique. Et voilà, et donc moi la question que je pose, c'est la question du protectionnisme et la question aussi de est-ce que c'est encore cohérent d'avoir ces frontières-là et comment faire pour les dépasser, parce que, et j'entendais l'intervention juste avant, est-ce qu'à un moment donné il faut se poser la question de la division en deux du Mali, est-ce qu'il faut se poser la question de la division en deux de certains territoires en se basant simplement sur des bases ethniques ou religieuses? C'est des débats qui sont durs, mais qui se posent la question de est-ce qu'on reste ensemble en se disant on va essayer de travailler tous ensemble et d'avoir une base unique, ou est-ce qu'on commence tout de suite à se diviser en disant qu'on va retravailler à des échelles plus basses, mais qui au moment pourront fonctionner? Parce que la question que je me pose tout le temps dans ces territoires-là, c'est qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce qu'il représente? Voilà. Non, mais c'est bien complet. Une question de conclusion. En fait, avec vos analyses, les choses sont plus claires, mais elles sont clairement sombres. Alors, en termes de solutions, avez-vous des propositions pour nous donner espoir? Par quoi on commence? Que nous dirait Thomas Sankara aujourd'hui? C'est tout? Et voilà. C'est facile, hein, Minata? Clairement sombre. À l'échelle mondiale, c'est pas spécifique au Mali. Moi, je pense que le Mali, c'est l'expression subsaharienne de l'état du monde. J'ai le triste privilège d'avoir été là et, comme je l'ai dit, d'avoir marché avec d'autres militants du monde. Et puis, ça me permet de faire le va-et-vient, de dire, bon, voici où nous en sommes ensemble. Ce que je souhaite aujourd'hui, et en tout cas ce que je ne supporte plus, c'est le regard condescendant sur le Mali accusateur. Tu dis Mali, c'est juste si les gens ne fuient pas. Parce qu'on a mis dans la tête de chacun que voici un État failli, qui n'a pas protégé ses frontières, et qui a été envahi, n'est même pas capable de chasser l'envahisseur. Donc mon propos, c'était de vous dire, j'ai été témoin oculaire, j'ai essayé d'être une actrice, interlocutrice de la gauche au pouvoir, et mon histoire c'est aussi celle de l'échec de cette gauche dans sa relation à l'Afrique, son ambivalence à l'Afrique. Parce que si elle n'est pas capable de poser des constats, les mêmes constats qui sont ici, il suffit de les poser au niveau de l'Afrique pour que les gens se disent, et tous ces migrants-là ne sont pas venus chercher du boulot. Il suffit aujourd'hui que nous lions l'acte à la parole, qu'on revoie nos paradigmes pour qu'il y ait moins d'émigrés et peut-être que les extrêmes gauches et tout cela, ça se calme, je crois. Comme si c'est que l'extrême gauche. Oui, non, pas l'extrême droite. Ça va aller. Donc, moi, je pense que ma réponse à votre question, je vous assure que j'ai un regard sévère peut-être sur l'état du monde, mais à l'échelle locale, je suis plutôt considéré comme quelqu'un d'optimiste, de pragmatiste, parce que j'agis, j'ai un vaste réseau de femmes, de jeunes, de migrants de retour
on essaie des choses, on capitalise, on partage. Je pense que le temps m'a donné raison sur bien des plans. Cela fait aussi qu'au niveau de la classe politique, je ne dis pas tous, mais une bonne partie de mes concitoyens, les décideurs politiques, savent que j'ai touché du doigt là où ça fait mal. Mais ils posent les mêmes questions en disant qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi, j'étais dans ma position, c'est facile. Mais quand tu as ceux qui sont à la tête de l'État et qui reçoivent les injonctions en disant ça, il se passe des choses qu'on ne nous dira jamais, mais nous savons que la dépendance financière, de l'Afrique, c'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Et quand vous parlez du poulet, et le scandale du lait au Sénégal et cette laiterie, quand les gens comprennent et qu'ils essaient de s'en sortir en disant on va essayer, le problème c'est qu'au bout d'un certain temps ça ne marche plus parce que le lait subventionné coûte moins cher, le poulet subventionné c'est fade, c'est pas bon, mais c'est ce que tu peux t'offrir. Et les vieux vêtements, les rideaux, les machins, tout ce qui inonde le marché, les rues, c'est ça que tu peux t'acheter. Alors c'est ça le cercle vicieux. Quand nous amenons, on fait des tissages, les gens disent « Aminata, on a bien compris ton message ». Le souci, parce que, puisque nous avons martelé que consommer est un acte politique, et que nous pouvons chacun et chacune faire partie de la solution, et créer des emplois. Les circuits courts, tout ce que vous nous dites là, ça nous concerne. Comment vous pouvez comprendre qu'avec, ne serait-ce que l'agriculture urbaine et périurbaine dans nos villes, les gens pourraient vivre, mais ils écoutent ça, après ils viennent s'asseoir devant le petit écran, toute la publicité sur le cube magique. Vous avez l'impression, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire la belle vie c'est ailleurs, on vit mieux, on mange mieux. Alors contrecarrer ce discours-là, moi j'attends des partis politiques aujourd'hui. Au lieu d'avoir 90 candidats à l'élection présidentielle, j'ai besoin d'avoir tout simplement 2 ou 3 partis solides qui ont à cœur de former justement leurs militants pour qu'on comprenne le sens de la marche du monde. Elle mène le monde, en tout cas on va droit dans le mur, et la catastrophe est déjà en Afrique, puisqu'il est établi que ne produisant que 4% des gaz à effet de serre, c'est nous qui, aujourd'hui, nous sommes les premiers à souffrir des conséquences du réchauffement climatique. Les faits sont là, têtus, à partager, à débattre, dans le cadre de la politique chez nous, mais aussi dans le cadre de ce type de relation. Moi, je me dis, l'effet tache d'huile, moi, je ne suis pas la seule à faire ça. Il y a longtemps que je le fais. J'espère que l'essentiel aujourd'hui, dans les mois qui viennent, c'est de dire, et l'Afrique n'est pas une planète à part. S'il est vrai que vous nous avez aidés pendant tant d'années et que la France se targue d'être et le pays, le gros contributeur au développement de l'Afrique, c'est que le développement n'a pas marché, qu'on l'accepte et qu'on accepte ici et là-bas. Et puis la balance commerciale de la France est favorable avec l'Afrique, il ne faut pas exagérer. Donc je pense, si dans la question des frontières, c'est-à-dire que la division, quand l'idée, cette séparation, la question Touareg ne date pas d'aujourd'hui. C'est au moment de l'indépendance. C'est le colon qui, avant de partir, a mis dans la tête du Touareg, tu ne vas pas te laisser gouverner par des chefs, tes esclaves noirs. Cette question, ce n'est pas une envie de séparer, mais c'est ça qui demeure. Et c'est ça qu'on cultive. Il y a les extrêmes droites d'ici, un certain Choprat, il faut aller sur son site pour voir ce qu'il dit. Donc ces divisions, les graines de cette division aussi sont semées et entretenues. Je crois que c'est... Si Thomas Sankara était là, l'histoire lui a donné raison, et sur toute la ligne, et son discours à Addis Abeba, à propos de la dette, des armes, des femmes, et où ils consomment du marché, le marché africain. Voilà, le temps lui a donné raison, mais est-ce que la nouvelle génération de décideurs aura le courage de lui emboîter le pas? Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que tous les dirigeants africains qui ont essayé de faire corps avec leur peuple ont été assassinés.
de Lumumba à ce jour. Et le cas de Kadhafi, ce qui est arrivé à Kadhafi, ce qu'il représentait, un peu l'aimer ou ne pas l'aimer, mais personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait être assassiné dans ces conditions-là. Donc tout ça c'est traumatisant pour des dirigeants qui veulent, même quand ils nous écoutent, ils disent voilà, Saddam Hussein. Donc regardez ces pays qui sont réduits à néant aujourd'hui, qui sont devenus, c'est fou. Et la Libye était le premier pays qui était parvenu en matière de développement humain à relever tous les indicateurs, tout ce qu'on voulait, c'est la Libye qui parvient à faire ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a marre, tous ces jeunes-là, moi je les connais, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop formatés aussi pour s'attaquer seulement à des questions électorales, mais pas à ces questions politiques et des géostratégiques. Enfin, pour te rassurer, Aminata, sur l'image des Maliens, moi je travaille beaucoup dans les quartiers populaires parce que je travaille au HLM, enfin je milite pour le monde HLM. On a découvert quand même que dans ce pays, le niveau culturel des Maliens était un bon niveau culturel, souvent au-dessus du niveau culturel moyen des Français. Le nombre de jeunes Maliens diplômés, et là je ne parle même pas de gens d'origine malienne, mais Maliens, nationalité malienne diplômée, est très élevé. Alors ils ne sont pas toujours diplômés dans les trucs qui sont les plus utiles au sens économique simple, machin, ça ne veut pas dire qu'ils trouvent facilement du boulot. Hein. Mais contrairement à toute l'imaginerie qu'on se fait, là, du Malien, le mec qui vient, etc., faux. Non, mais il faut le dire parce que les statistiques, les études INSEE et tout sont sur ce point tout à fait... Mais je dis ça parce que du temps des guignols, chaque fois qu'on montrait... ah oui, c'était des poubelles Maliens. Donc tous les premiers venaient du Mali, quoi. Retourner au Mali, c'est... Bon, après la guerre, c'est vraiment... En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, voilà, il va falloir qu'on continue ce travail politique sur comment agir de concert avec ceux qui en Afrique. J'avais une idée toute bête pour terminer. Je me rappelle avoir vu des directives européennes sur l'interdiction de transporter des déchets dangereux d'un bout à l'autre de l'Europe. Hein. C'est normalement interdit, sauf cas, machin, etc. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas interdire tout départ de déchets de l'Europe? Et dire, plus de déchets, les nôtres, on se les gère. Nucléaire, machin, etc. Déjà, ça ferait de l'économie circulaire en France, parce qu'il y a quand même des points d'emploi dans certains territoires. Et deux, ça permettrait quand même d'organiser des marchés locaux, soit fondés sur des produits de qualité, nouveaux et neufs, soit d'aider à produire là-bas, soit au moins de réguler les marchés. Enfin, je veux dire, quand je pense qu'on vend nos vieux vêtements, alors qu'on sait qu'on peut les reconvertir en France, les vieux vêtements, en plein de choses différentes. Les médicaments périmés. Les médicaments périmés. C'est terrifiant, quoi. On devrait interdire le départ de notre continent de tout déchet. Voilà. Ça va être compliqué. Il y a les lobbies, comme je dis, les lobbies des déchets. Je ne dis pas ça, mais ça c'est un axe sur lequel tu peux mobiliser la population. Tu vois, sur le thème, et pour eux et pour nous, c'est pas la bonne solution. Je trouve, enfin, je ne dis pas que c'est l'idée du siècle, hein, mais je cherche des choses aussi qui essaient de nous permettre de reposer ces questions africaines autrement que dans les paradigmes habituels.